Donc oui, aujourd'hui, l'idée justement, c'est d'étudier un auteur en particulier pour voir comment on fait pour interpréter un auteur en particulier, et donc qui ne devrait pas ressembler à l'interprétation d'un autre. L'idée m'est venue de vous parler de Madame Bovary de Flaubert, parce que, en écoutant dans le marché audio actuel, il se trouve bizarrement que pour l'instant, rien n'a été fait de correct. Ça peut venir encore, mais pourtant, mais je crois même que ça a été, même des acteurs connus n'ont pas enregistré ce livre, et vous allez peut-être comprendre pourquoi, parce qu'ils sont inconsciemment bien perçus la difficulté, et donc, mais j'ai quand même des enregistrements que je vous ferai écouter tout à l'heure. Alors, bon, si les interprètes, pour l'instant, massacrent un petit peu le texte, c'est bien sûr par la faute de Flaubert, on s'en doute. Le texte de Flaubert, qu'on va analyser tout à l'heure, ne présente pas d'obstacle à l'écoute, puisqu'il a été, vous le savez, vous n'êtes pas censé l'ignorer, écrit à voix haute. Flaubert passait ses textes au gueuloir. Il avait une petite pièce et il les marmonnait, et on le sent très bien dans son écriture, car on ne rentrera pas dans les détails aujourd'hui, mais parfois certaines phrases, on voit qu'il a pris soin des liaisons, il n'y a pas d'accro pour l'oral. C'est incroyable, c'est vraiment génial ça. Donc, on ne peut pas s'ennuyer à la lecture de Madame Bovary sur le plan sonore. Vous pouvez être sûr que Flaubert est un grand auteur. Et alors vous allez me demander, qu'est-ce que c'est un grand auteur, hein? Je vais peut-être me poser cette question. Hein. Bien justement, pas toujours facile de répondre de façon objective, mais on peut donner quelques pistes, quelques critères. Si nous prenons par exemple quelques-uns des grands auteurs officiels français, je ne sais pas, au hasard, hein, Villon, Rabelais, Ronsard, Montaigne, Bossuet, Montesquieu, Rousseau, Diderot, etc., jusqu'à Claude Simon, nous pouvons repérer à chaque fois une intervention musicale, enfin une invention langagière, c'est-à-dire l'invention d'un son, d'un rythme bien particulier. C'est souvent ça la marque des grands auteurs, ce rythme bien particulier qui se confond, autre chose forte, avec la problématique de l'œuvre. C'est-à-dire que le sens et le son vont ensemble. Le fond et la forme constituent une seule matière. Voilà. Donc je vous donne brièvement quelques exemples pour quand même illustrer ce propos, parce que j'aime bien toujours vous donner une explication, mais l'illustrer par un exemple, sinon c'est jamais concret. Prenons, je ne sais pas, par exemple pour Villon, le rythme parkinsonien, si vous voulez, de la langue, des vers, est le reflet aussi sonore du tempérament et de ce qu'il veut raconter, le tempérament de Villon. Il fait entendre une révolte, quelque chose de nerveux, avec des accélérations imprévisibles. C'est pas quelqu'un qui... Voilà, donc c'est pour ça que je dis un rythme parkinsonien. Donc, si vous n'avez pas capté ce rythme à la lecture à voix haute, vous n'allez pas pouvoir le lire correctement. Si vous le lisez comme Alexandre Dumas, ça va sonner, c'est ce que faisait le lecteur d'hier, il mettait tout le temps pareil, quoi. Chez Diderot, par exemple, vous avez un rythme balancé, assez vif, de la prose, et qui est composé d'une succession de plans, comme des plans cinématographiques. En fait, Diderot invente dans son écriture, pour chaque phrase, chaque phrase est un plan, et l'autre phrase va être un autre plan complètement différent, ce qui est le principe du cinéma. Alors que tous les auteurs, d'habitude, suivaient une ligne, suivaient des images cohérentes. Alors que là, ils enchaînent des plans qui vont, par exemple, d'en bas, tout à coup, dans la chambre, c'est très surprenant. Je ne fais pas Diderot aujourd'hui, mais c'est aussi une conférence que j'aurais pu faire. Chez Proust, l'exaltation du style, vous verrez après la conférence, parce qu'on ne m'a demandé de pas en parler de Proust, mais je dis deux mots. Non, parce que bah oui, je ne veux pas en faire concurrence, c'est normal, on se respecte entre amis. Donc, les phrases interminables, qu'on dit toujours interminables, correspondent à une volonté, à une tentative de regrouper toutes les impressions d'un instant en une phrase. Donc, souvent, plus longue d'ailleurs que la durée réelle de l'écrit. Donc, il faut tenir compte de ça. Bref. Mon propos est de vous parler de l'invention langagière chez Flaubert, puisque ensuite, ça va nous servir pour savoir comment on va interpréter. Et plus particulièrement, du son très particulier de Madame Bovary. Ce n'est pas vrai pour peut-être les autres romans de Flaubert. Hein. Parce que là aussi, alors dans un même auteur, il y en a qui ont parfois plusieurs inventions langagières selon leur roman. Alors, ça, on ne rentre pas dans les détails aujourd'hui. Tout le monde sait que Flaubert est un grand auteur, donc d'abord, il est connu, mais c'est pas juste ça, mais tout le monde ne sait pas toujours pourquoi.
L'interprète, donc, lui, doit, avant de prononcer les mots de l'auteur, s'interroger sur cette musique, sur cette invention sonore, sinon il va faire n'importe quoi, ou alors ce qu'il sait déjà faire, et cela ne correspond pas toujours à la musique du texte. Voilà. Alors maintenant, voyons un petit peu, justement, le son, l'invention musicale de Flaubert, qui consiste à faire entendre, allez voir, dans chaque phrase, dans chaque paragraphe, une fois que je vous l'aurais dit tout à l'heure, vous pourrez vérifier en lisant Flaubert, dans chaque paragraphe, dans toute la construction de son roman, l'âme et les humeurs de son héroïne, Emma Bovary. C'est dans le style, dans l'écriture, dans la rythmique, que vous avez l'âme du personnage central. Ça, vous allez voir, c'est quelque chose de surprenant. Mais chez Flaubert, cette musique est bien plus importante que le sujet du roman. Il le dit lui-même, ça vous savez. Il a dit, j'ai écrit un roman, pas sur le sujet, c'est pas le sujet qui l'intéresse. Flaubert va jusqu'à réduire son héroïne au néant pour ne faire entendre que le style, donc la musique de son œuvre. Il dit « Ce qui me semble le plus beau, ce que je voudrais faire, c'est un livre sur rien, un livre sans attache extérieure, qui se tiendrait de lui-même par la force interne de son style, comme la terre, sans être soutenue, se tient en l'air, un livre qui n'aurait presque pas de sujet, ou du moins où le sujet serait presque invisible, si cela se peut. Les œuvres les plus belles sont celles où il y a le moins de matière. Plus l'expression se rapproche de la pensée, c'est toujours Flaubert qui parle, plus le mot colle dessus et disparaît, plus c'est beau. Je crois que l'avenir de l'art est dans ses voix, dit-il. Et à partir de Baudelaire, l'écrivain peut se situer quelque part en dehors du monde et Flaubert ne va pas se gêner pour son roman. Alors comment définir justement ce style particulier de Flaubert? Cette musique particulière. C'est cela que nous allons voir maintenant. Flaubert donne un indice dans une lettre à Louise Collet. Il dit « J'ai peur de faire du Balzac chateaubrianisé. » Mais son roman, c'est justement du Balzac chateaubrianisé. Et c'est là tout l'intérêt et toute la force de son œuvre. La grande envolée lyrique de Chateaubriand, dominée et strictement tenue en respect, opprimée, pourrions-nous dire, par l'œil analytique de Balzac. Et ce n'est pas tout à fait rien de réussir cette équation. Le fait qu'il ait, juste avant, travaillé si longtemps sur son roman Saint-Antoine, un sujet antique, épique, l'avait conduit à se faire un style pour l'épopée. Et ce style, tout d'un coup, il le recycle pour un sujet minuscule. Et c'est là le coup de génie. Et c'est justement cette disproportion entre le lyrisme et l'oppression qui fait toute la force de la musique de Bovary. Flaubert invente donc un son en littérature que je vais appeler le lyrique opprimé. C'est pour faire plaisir à la BNF, lyrique opprimé, ou l'oppression lyrique, si vous voulez, comme vous voulez, dans n'importe quel sens. Car nous allons le voir, ça fonctionne dans les deux sens, ça c'est pas le problème. Ou je pourrais choisir d'autres mots encore mieux, qui plairaient encore à d'autres institutions peut-être plus intellectuelles. Par exemple, suffocation béatifiante. Oui, suffocation béatifiante. Mais l'important est que vous compreniez le principe contrasté du style chez Flaubert, pas du tout les mots. Pourrions aussi dire, et plus simplement, que le son de Flaubert correspond à un goût en cuisine qui est le aigre doux. C'est plus simple à comprendre et ça peut vous parler aussi. Donc Flaubert invente donc l'aigre doux en littérature. On goûte quelque chose que l'on croit sucré et qui s'avère acide et vice versa. Alors maintenant, je vais vous donner des exemples pour vous montrer comment ça fonctionne, comment apparaît ce style lyrique opprimé ou aigre doux, vous choisirez. Prenons cette phrase dans le chapitre 9 de la deuxième partie, page 228. Je vous donne les pages parce que ça fait bien. Parce que je prends les pages de folio, au cas où il y aurait quelqu'un qui se dit « Tiens, je vais quand même retrouver cette phrase pour voir s'il ne m'accorde pas des bêtises. » Alors, vous voyez, cette phrase, elle est courte. Il est dit « Au moment où ils entrèrent dans la forêt, le soleil parut. » Rien ne vous frappe. On est au moment où ils entrent dans la forêt, donc on est là, dans quelque chose d'extrêmement sombre, que le soleil parut. La même phrase, il y a les deux. Lyrisme, oppression. Oppression plutôt, lyrisme. On a le noir de la lumière en même temps, l'oppression de la forêt et le lyrisme du soleil.
Dans le même chapitre, sur la même page, les chevaux poussaient devant eux des pommes de pin tombées. Les chevaux poussaient devant eux des pommes de pin tombées. Nous entendons, quand même, c'est une phrase qui n'est pas mise au hasard, ça. Nous entendons comment Flaubert combine une image plutôt paisible, celle de chevaux qui trottent en poussant des pommes de pin, et avec un rythme lourd, inquiétant. Je le refais, les chevaux poussaient devant eux des pommes de pin tombées. L'image paisible, le rythme des chevaux oppressant, lourd, etc. Non mais, vous allez voir que je vais vous convaincre, parce que toutes les phrases, c'est comme ça. Je ne peux pas faire tout le livre, parce que si j'analyse tout le livre, on est là encore demain soir. À lire à voix haute, par exemple, Madame Bovary, c'est 18 heures en continu. On l'a fait une fois, on ne fera plus. Autre exemple, dans le chapitre 5 de la deuxième partie, un peu plus long. Alors, Monsieur Lheureux exhiba délicatement 3 écharpes algériennes, plusieurs paquets d'aiguilles anglaises, une paire de pantoufles en paille, et enfin 4 coquetiers en coco, ciselés à jour par des forçats. Puis, les 2 mains sur la table, le cou tendu, la taille penchée, il suivait, bouche béante, le regard d'Emma, qui se promenait indécis parmi ses marchandises. Donc là aussi, si vous voulez, Flaubert combine le rêve d'Emma, de s'habiller comme une princesse, son désir de luxure, avec un rythme assez angoissant. Vous avez senti aussi cette rythmique pesante, inquiétante, musicalement, qui n'est pas du tout juste dans les mots. Et un choix de mots aussi, algérienne, aiguille, ciselée, forçat, coup tendu, bouche béante, indécis, qui subrepticement ne sont pas là pour nous rassurer. Tout cela constitue, si vous voulez, des sons et des images qui traduisent bien les intentions maléfiques de M. Lheureux. Son nom, M. Lheureux, d'ailleurs, est très bien choisi, alors que il ne va pas faire le bien, il va même être, d'une certaine manière, la cause de la déchéance de Madame Bovary. Dans le chapitre 5 de la troisième partie, page 348, son amour s'agrandissait devant l'espace et s'emplissait de tumulte au bourdonnement vague qui montait. Dans la même phrase, pareil, ça c'est typique Bovary, son amour s'agrandissait devant l'espace et s'emplissait de tumulte au bourdonnement vague qui montait. Donc elle a tout le temps dans sa tête ces 2 sentiments que je vous parlais, lyrique et oppression. Un peu plus loin, page 349, il combine plusieurs fois dans une phrase la double impression lyrique et opprimée. Je vous le fais. Ils étaient si complètement perdus en la possession d'eux-mêmes, sentiment d'oppression, qu'ils se croyaient là dans leur maison particulière, idée lyrique, et devant y vivre jusqu'à la mort, sentiment angoissant, comme 2 éternels jeunes époux. Vous voyez, c'est incroyable cette phrase. Bing, bing, bing. Donc, si vous voulez, l'interprète va devoir, s'il ne saisit pas ça, s'il lit ça avec une autre musique, d'autre chose, il ne va pas faire ressortir justement ce double rythme et le charme de la composition. Ce conseil aussi qu'il donne dans le chapitre 6 de la troisième partie, page 369. Il ne faut pas toucher aux idoles, la dorure en reste aux mains. Cette phrase fabuleuse, donc, de ce chapitre 6 de la troisième partie, page 379, qui combine les 2 professions qui représentent peut-être le mieux, d'une part, l'oppression, et d'autre part, le lyrisme. Chaque notaire porte en lui les débris d'un poète. C'est extrêmement bien choisi. Parce qu'après, l'idée que je vous développe là peut être développée dans des passages plus longs. Oui, on va commencer peut-être, si vous voulez, alors chapitre 8, donc, exemple d'un passage où la vision de l'oppression, la vieillesse dégoûtante, amène le lyrisme, le rêve. Vous allez voir, ça donne ça. Cependant, au bout de la table, seule parmi toutes ces femmes, courbée sur son assiette remplie et la serviette nouée dans le dos comme un enfant, un vieillard mangeait, laissant tomber de sa bouche des gouttes de sauce. Il avait les yeux
éraillé et portait une petite queue enroulée d'un ruban noir. C'était le beau-père du marquis, le vieux duc de Laverdière, l'ancien favori du comte d'Artois, dans le temps des parties de chasse au Vaudreuil chez le marquis de Conflans, qui avait été, disait-on, l'amant de la reine Marie-Antoinette. Vous voyez, là on revient dans le lyrique, entre messieurs Coigny et de Lauzun. Il avait mené une vie bruyante de débauche, plein de duels, de paris, de femmes enlevées, avait dévoré sa fortune et effrayé toute sa famille. À nouveau on change. Un domestique derrière sa chaise lui nommait tout haut dans l'oreille les plats qu'il désignait du doigt en bégayant. Changement à nouveau, et sans cesse les yeux d'Emma revenaient d'eux-mêmes sur ce vieil homme à lèvres pendantes. Comme sur quelque chose d'extraordinaire et d'auguste, il avait vécu à la cour et couché dans le lit des reines. Donc, vous voyez, là aussi, tout le temps, cette oppression. Voilà, donc vous pourrez vérifier, hein, Madame Bovary, c'est tout le temps ça. Et c'est une fois qu'on a compris ça, on est... Et alors, parce qu'après, justement, il ne le fait pas systématiquement toujours de la même manière. C'est tout le temps surprenant, les combinaisons de ces deux éléments. Voilà. Alors, donc, je vais maintenant... Maintenant, vous avez compris le principe musical dans l'œuvre de Flaubert. Nous allons pouvoir adopter le principe de l'image, parce que lire, c'est aussi provoquer des images. Le lecteur doit, par sa façon d'interpréter, permettre à l'auditeur de se construire un film personnel, en accord avec la musique du texte. Un film particulier, normalement, qui sera différent pour chacun de vous. Et si ce processus réussit, l'interprète peut se faire oublier physiquement. S'il y parvient, c'est qu'il a su si bien respecter la partition musicale de l'œuvre pour que l'auditeur puisse créer en toute indépendance ses propres images. Alors peut-être juste brièvement vous expliquer la différence entre, du coup, le comédien et le lecteur. Puisque c'est vrai que c'est pas tout à fait pareil, puisque le comédien, justement, que veut-il? Parce qu'on confond toujours. On dit, ah, c'est un comédien qui va lire. Nous, on insiste toujours pour qu'on dise lecteur, parce qu'un comédien, son envie, son but, c'est d'être un autre. Et surtout, de jouer un personnage. Et c'est ce personnage qui va entrer en scène, qui va être une image, qui va souvent être habillé, qui va lui-même se mouvoir dans un autre décor, donc un monde d'images, comme le cinéma. Hein. Le cinéma a repris le principe du théâtre. Alors que le lecteur, si vous voulez, il va interpréter un texte, il vient habillé, on va dire, comme il peut, et le plus sobre possible, et au bout d'un moment, il va, en lisant, provoquer dans votre esprit des images. Il se passe un petit peu ce qui se passe quand vous êtes assis dans votre lit, à lire votre livre, et soudain, vous ne voyez plus votre livre, vous ne voyez plus ce qu'il y a autour, vous voyez le monde dans lequel vous êtes entré. Et donc, c'est pour ça que c'est différent, l'action est différente de l'acteur et du lecteur. Alors, et pour mieux illustrer un petit peu, maintenant, en pratique, si vous voulez, je vous ai donné un texte, rassurez-vous, je ne ferai passer personne, c'est pas le but, hein, mais je vous ai donné un exemple de texte qui présente quelques difficultés assez pointues pour un interprète de lecture à voix haute. L'action se situe au moment où Rodolphe et Emma sont montés au premier étage de la mairie. Vous avez lu le texte, vous l'avez lu en entrant? Non? Certains l'ont lu, d'autres pas, c'est pas grave. Hein. Donc l'action se situe au moment où Rodolphe et Emma sont montés au premier étage de la mairie, dans la salle des délibérations pour jouir du spectacle des comices. Tout le monde sait ce que c'est les comices, hein? C'est une fête agricole. Non, je dis aux Parisiens quand même, parce que c'est vrai que parfois, à force d'être à Paris, on ne sait plus trop ce que c'est. C'est une fête agricole dans laquelle on vend des animaux. Donc, en général, ça se passe à la campagne. Il y a peu de comices à Paris. Ils sont assis l'un près de l'autre. Nous comprenons très vite que le gros plan, si vous voulez, le gros plan, si on devait filmer la scène écrite que vous avez sous les yeux, le gros plan est porté sur les deux protagonistes. D'accord ? Rodolphe et Madame Bovary. Et que les événements qui se déroulent dans les comices sont relégués au second plan. Le son, et là vous allez voir, ça devient complexe. Le son suit donc la même logique, n'est-ce pas? Comme dans la vie. Même si la parole de Rodolphe est intime et feutrée, douce aussi, et que les cris des comices
au loin son fort est plutôt viril, le gros plan de l'image et du son est sur les deux amoureux. Notez au passage que c'est encore le principe oppression-lyrisme, là aussi. Hein, le son criard derrière et l'amour devant. Hein. Le charivari des bruits campagnards des comices agricoles qui constitue la musique de fond pour le discours patriotique du conseiller Lieuvin et les déclarations romantiques de Rodolphe qui guident le rapport à l'image. Alors voici le texte dont, sous les yeux, que nous allons juste étudier pour vous montrer quelques principes d'interprétation. Et je pense après ça, vous direz, ah oui, c'est vrai que parfois il vaut mieux se poser des questions. Et je vous ferai écouter ceux qui ne se sont pas posés des questions. Donc il y a 3 questions à se poser, même 4. Tout d'abord, comment lire la narration de Flaubert? Flaubert invente la disparition du narrateur. Hein, je pourrais vous expliquer ça plus longuement. Au début, on a un nous étions à l'étude, et puis peu à peu, il n'y a plus de narrateur, et en fait, on va dire la voix qui n'est pas des dialogues est une voix purement musicale. C'est pour ça que tout ce que je vous ai expliqué se lit de manière musicale selon les différentes humeurs, oppression ou lyrisme. Donc il faut se poser la question, comment lire la narration? Première question que doit faire le lecteur. Comment parle Rodolphe? Je vais vous résumer, à mon avis, un séducteur, qu'est-ce qui le caractérise? Quelqu'un qui séduit les femmes, c'est qu'on a l'impression qu'il est vrai et qu'il dit la vérité. Et souvent, il parle simplement, il donne l'impression d'être vrai. Et c'est donc un choix, par exemple, qu'on peut faire. Vous pouvez avoir un autre choix, hein, mais je vous en propose un en tant qu'interprète qui serait celui-ci, qui est parler tellement sincèrement, tellement normalement, que la femme se dit, il me dit la vérité. Un peu comme un homme politique. Et puis il parle simplement, il parle vrai, et puis on lui dit, il me dit la vérité. Hein. Surtout s'il a l'air jeune et beau. Comment ça? Non, je ne fais pas attention. Alors, comment faire pour que l'on entende que les cris des comices, maintenant, se situent au loin? Parce que voilà le problème dans le texte. Vous avez vu, il y a, Rodolphe qui parle. D'ailleurs, il n'y a que Rodolphe qui parle. Elle ne répond jamais. Et les cris sont au loin. Donc ça, comment faire en lecture à voix haute? Et dernière chose, comment donner l'impression que Rodolphe parle à Emma en continu? Et qu'il n'est pas interrompu. Alors, le problème, quand nous parlons, nous ne pouvons pas lire 2 choses en même temps. Hein. Il n'y a que les Africains du Sud, vous savez, qui parlent avec des claquements de langue en même temps. Hein. Donc ça, on ne peut pas faire, nous. On ne peut pas lire 2 phrases en même temps. Donc il faut quand même trouver une solution pour donner l'illusion que Rodolphe parle en continu et que derrière, il y a des cris. Alors, comment faire? Voilà. Merci, au revoir. Alors, monsieur de Roseraie, voilà, alors, donc vous avez, on va voir comment faire la narration. On a, monsieur de Roseraie se leva, commençant le discours, Rodolphe avec Madame Brique, causerait, pressentiment, magnétisme. Donc, si on veut respecter le principe d'oppression-lyrisme, on va donner les couleurs, déjà, de la narration en l'interprétant. Par exemple, au lieu de dire à plat, monsieur de Roseraie se leva, commençant notre discours, Rodolphe avec Madame Bovary, on a vu ça hier, hein, les trucs un peu comme ça, là. Monsieur de Roseraie se leva, commençant notre discours, on va indiquer quand même par le sentiment l'atmosphère, déjà, des comices. Comme dans un prélude, vous savez, dans un prélude musical, on indique déjà ce qui est, hein, ça chez Wagner, très bien. Dans le prélude, il y a déjà tout, après on peut arrêter. Donc, alors on peut faire ça, monsieur de Roseraie se leva, commençant un autre discours. Et donc, il se lève, on sent quand même, voilà. Et soudain, rupture de rythme, Rodolphe avec Madame Bovary, causait rêve, pressentiment, magnétisme. Vous voyez? Donc là, on a un contraste, déjà, des 2 phrases. Ces 2 phrases suivent le principe de la narration indéfinie, et il faudra donc leur donner la musique adéquate, une musique qui nous donne subtilement l'humeur de ce qui se passe dans les comices, et d'un autre côté qui va se dérouler au premier plan. Maintenant, comment parle Rodolphe? On l'a vu aussi. On fait un choix, je vous dis, là, on ne peut pas discuter des heures, chacun aurait peut-être un autre choix, mais enfin, moi, je propose celui-là. Et alors, il va parler normalement, il va peut-être dire tout simplement, ainsi, nous, disait-il, pourquoi nous sommes-nous connus? Quel hasard l'a voulu? C'est qu'à travers l'éloignement, sans doute, comme 2 fleuves qui coulent pour se rejoindre, 2 pentes particulières, nous avaient poussés l'un vers l'autre.
Vous voyez? Alors, il y a des petites difficultés dans ces phrases que font souvent les gens qui travaillent ce texte. Il y a des points d'interrogation. Et la plupart des gens lisent comme ça. Ainsi nous, disait-il, pourquoi nous sommes-nous connus? Quel hasard l'a voulu? C'est qu'à travers de nanana. Mais ils n'attendent pas, par exemple, pourquoi nous sommes-nous connus? J'attends une réponse que vous n'avez pas me donner, par exemple. Hein? On ne se connaît pas. Hein? Donc, quel hasard l'a voulu? Et alors là, le sous-texte, c'est... Bon, je vais vous donner une explication. C'est qu'à travers l'éloignement. Maintenant, je vous explique. Hein? Et si on ne fait pas ces sous-textes, on n'a pas la vie. On entend que les cris des comices se situent au loin en arrière-plan sonore. Ah là là, c'est bien compliqué, là. Alors, quand je fais travailler ce passage, normalement, personne n'y arrive. Hein? Ensemble, alors, par exemple, on a... Les gens font, par exemple, ils font... Ensemble de bonne culture. Tantôt, par exemple, quand je suis venu chez vous, à Monsieur Bizet, quand on se dit, mais attendez, non, oh, là, on n'entend pas au loin, là. Alors, comment faire quand on travaille, quand on explique aux gens? On leur donne souvent comment simuler, comment raconter une histoire, ou ce phénomène, parce que vous faites ça tous les jours, raconter une histoire, où vous dites, ah oui, je parlais avec machin, puis au loin, il y avait un mec qui criait. Et quand vous racontez ça, et que vous faites crier le mec, vous le faites automatiquement, ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que vous faites ça, vous dites, ah oui, alors je parlais avec là, on discutait, on parlait de trucs un peu intimes, tout ça, puis derrière, il y a un mec qui criait, fais chier, toi! Et puis bon, je continue à parler, t'es quoi maintenant? Etc. Vous voyez? Et là, je le fais automatiquement. Et bing, on a trouvé le truc. Et donc, ça marche aussi pour Flaubert. Hein? Par exemple, tantôt, par exemple, quand je suis venu chez vous, ah, monsieur Bizet de Quincampoix, savais-je que je vous accompagnerai 70 francs! 100 fois, j'ai voulu partir, je vous ai suivi, je suis resté. Oui. Donc, on a l'impression, d'avoir du bruit au loin qui crie, mais quand même, ça reste intime devant. En même temps, je vous ai montré le truc de comment donner l'impression, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, comment j'ai fait pour donner l'impression que Rodolphe parle en continu. Vous l'avez remarqué? Qu'est-ce que j'ai fait? Là, par contre, il y a un truc. Il n'y a pas de temps. Baissé la voix. Ah bah si, j'ai baissé la voix, justement. Le temps. Hein? Le temps. Allez-y, plus précisément. Là, vous n'avez pas fait de temps entre les deux phrases. Il n'y a pas d'arrêt entre... Alors, oui et non. Non, mais c'est bien déjà. Ouais, pas mal. Mais alors, c'est juste un petit peu plus, une petite modulation, je vais vous donner. Il saisit sa main, elle ne la retira pas. Ensemble de bonne culture, cria le président. Tantôt, par exemple, quand je suis venu chez vous, ah, monsieur Bizet de Quincampoix, savais-je que je vous accompagnerais 70 francs. 100 fois même, j'ai voulu partir et je vous ai suivi, je suis resté. Non? En même temps, je cherche le... Oui, c'est ça. Alors, je vous explique. C'est qu'en fait, il y a un moment donné, il faut coller, et l'autre, il ne faut pas coller. Par exemple, ensemble de bonne culture. Tantôt, par exemple, là on colle. Vous voyez? Je suis venu chez vous, et là, on peut prendre un petit temps. Ah, monsieur Bizet de Quincampoix, savais-je que je vous accompagnerais? Et c'est donc, après le cri, qu'on descend et qu'on colle tout de suite, et c'est là qu'on a l'illusion qu'en fait, il parlait pendant aussi. Vous voyez? Mais on ne peut pas le faire, mais ça donne cette illusion-là. Hein? Voilà, maintenant écoutons un petit peu, pour terminer. J'aspecte l'horaire, parce que... écoutons maintenant ceux qui ont tenté aussi. Hein? Alors, on va voir. Alors, j'en ai plusieurs, je ne sais pas si j'aurai le temps de tous les faire écouter, mais il y en a un à la fin que je veux absolument vous garder, parce qu'il est particulièrement intéressant, celui-là. Vous vous rappelez, est-ce que certains ont vu les émissions sur D8 entre 3h et 6h du matin où... Ah ouais, ça c'est bon ça. On fait lire des lecteurs, alors je les ai appelés mais ils comprennent rien, parce qu'ils prennent des nanas mignonnes et des mecs mignons qui mettent sur un canapé pendant 3 heures à lire le texte. Et c'est tout ce qui les intéresse. Alors ils sont contents parce qu'ils disent on fait de la littérature et pas de porno à cette heure-ci. Oui, enfin... il semblerait qu'ils mélangent les deux. Hein. Donc, alors, je vous en ferai écouter un, parce qu'ils sont tellement parfois endormis, ils font tellement plus attention à ce qu'ils lisent, vous allez voir que c'est fabuleux, on trouve des perles. Alors, le premier, c'est ça. Monsieur de Roseraie se leva, commençant un autre discours. Rodolphe, avec Madame Bovary, causait rêve, pressentiment, magnétisme. Là, on a ce fameux ton chanté, hein, pressentiment, magnétisme, hein, voilà. Et alors, attends, quand elle attaque le... Ainsi, nous, disait-il. Pourquoi nous sommes-nous connus? Voilà, j'ai l'impression d'un séducteur qui parle comme ça, hein. Bon,
après... Quel hasard l'a voulu. C'est qu'à travers l'éloignement, sans doute, comme deux fleuves qui coulent pour se rejoindre, C'est juste le dialogue. Hein. nos pentes particulières nous avaient poussés l'un vers l'autre. Voilà. Et il saisit sa main. Elle ne la retira pas. Alors attention. Ensemble de bonne culture, cria le Ah président. oui, il est loin le mec. Tantôt, par exemple, quand je suis venu chez vous, à Monsieur Bizet de Quincampoix. Voilà, enfin bon, n'importe quoi. Hein. Donc, je vais peut-être... alors après, il y a... on va faire... Monsieur de Roseraie se leva, commençant un autre discours. Ah, c'est un peu mieux. Évidemment, par contraste, hein, c'est sûr. Alors, Rodolphe avec Madame Bovary causait rêve, pressentiment, magnétisme. pas si mal. Hein, pas si mal. Hein. On va voir la suite. Ainsi, nous, disait-il. Pourquoi nous sommes-nous connus? Il n'a pas changé entre la narration et soudain quelqu'un qui parle en direct. Il n'a rien changé. Quel hasard l'a voulu? C'est qu'à travers l'éloignement, sans doute, comme deux fleuves qui coulent pour se rejoindre, nos pentes particulières nous avaient poussés l'un vers l'autre. Et il saisit sa main, elle ne la retira pas. Ensemble de bonne culture, cria le président. Elle n'a pas compris. Tantôt, par exemple, quand je suis venu chez vous, à Monsieur Binet de Quincampoix. C'est Monsieur Bizet. Ça va. Alors, maintenant, le dernier, mon préféré, hein, donc, qui sévit dans l'émission d'entre 3h et 6h du matin. Là, je vous laisse déguster parce que vous allez voir, au début, c'est pas mal. Et on se dit, ah, voilà. Ouais. Monsieur de Roseraie se leva, commençant un autre discours. Rodolphe, avec Madame Bovary, causait rêve, pressentiment, magnétisme. Pas mal. Hein? On se dit, waouh, chouette. Allez, on rentre dedans, là. Ainsi, nous disait-il, pourquoi nous sommes-nous connus? Quel hasard l'a voulu? Bon, là, séduction agressive, hein? Hein, qu'est-ce que tu veux, toi? Hein, c'est pas sûr que ça marche, ça. C'est qu'à travers l'éloignement, sans doute, comme deux fleuves qui coulent pour se rejoindre, nos pentes particulières nous avaient poussés l'un vers l'autre. Et il saisit sa main. Elle ne la retira pas. Ensemble de bonne culture. Tantôt, par exemple, quand je suis venu chez vous, à Monsieur Bizet de Quincampoix. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris, en fait. Hein, c'est-à-dire qu'il continue à parler à Madame Bovary en lui disant « Monsieur Bizet de Quincampoix ». Absolument pas saisi. Voilà. Donc, vous voyez comment ça peut être embêtant de rater une interprétation. Donc, le lecteur doit se poser pas mal de questions pour interpréter correctement. Oui, je comprends. Donc, voilà. Merci. Il y a encore une masterclass à 16h30. Et qui sont toutes différentes, hein, bien sûr, parce que c'est le principe. Et je vous remercie d'être venus.